À l'automne 1940, l'Erika arriva à la gare de Hendaye, située à Labor, un territoire du Pays basque français, juste à la frontière séparant l'Espagne de la France. À bord se trouvait Adolf Hitler, éveillé et visiblement inquiet. Francisco Franco, le dirigeant de l'Espagne, devait l'attendre à la gare. Cependant, le convoi transportant le dictateur espagnol et ses collaborateurs arriva avec 8 minutes de retard, apparemment en raison de l'état désastreux des voies ferrées qui avaient été dévastées pendant la guerre civile espagnole. Lorsque Franco descendit du wagon où il voyageait avec Ramón Serrano Suñer, ministre des Affaires étrangères, Hitler et Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Troisième Reich, l'attendaient anxieusement au bas de l'escalier. Après les présentations d'usage effectuées par l'ambassadeur allemand en Espagne, le baron Eberhard von Storer, les deux chefs d'État saluèrent les troupes alignées soigneusement le long du quai. La réunion se tint dans le wagon de Hitler et ni l'ambassadeur espagnol en Allemagne, Eugenio Espinosa de Los Monteros, ni l'ambassadeur allemand n'y assistèrent. Dans le wagon sombre et ancien se trouvaient seulement Franco, Hitler, von Ribbentrop, Serrano Suñer et 2 interprètes. L'objectif de la réunion était bien connu de tous. Hitler souhaitait renforcer les rangs de la Wehrmacht avec des troupes espagnoles pour vaincre les forces alliées à Gibraltar, puis les envoyer au nord de l'Afrique pour chasser les Britanniques de Libye et ainsi faciliter l'occupation de l'Égypte. Franco, quant à lui, avait subi avant la rencontre une certaine pression de la part de ses ministres, qui lui conseillaient de s'allier à ce qu'il croyait être, sans aucun doute, la puissance victorieuse de la guerre. Cette alliance, affirmait-il, pourrait apporter à l'Espagne de grandes compensations, tant économiques que territoriales. Le dictateur espagnol n'était cependant pas si sûr de cela. Après tout, l'offensive allemande brutale contre la Pologne, avec laquelle Hitler avait commencé la Seconde Guerre mondiale, n'avait eu lieu que 6 mois après la fin de la guerre civile espagnole. Franco dirigeait, après 3 longues années de conflit, une nation en ruine. Après avoir pris le pouvoir, le général espagnol devait faire face à une décision difficile. Il pouvait collaborer avec l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste, qui l'avaient aidé à gagner la guerre, soutenir les Alliés ou maintenir la neutralité, la même posture que l'Espagne avait adoptée pendant la Première Guerre mondiale. Franco, obstiné et serein, décida d'ignorer l'avis de ses ministres et de se replier sur la neutralité. Il pensait que le pays n'était pas préparé économiquement ni militairement à entrer dans la guerre. Hitler était astucieux. Il savait qu'imposer ses conditions à Franco n'était pas la meilleure option. Alors il décida de le persuader. Il parla maintes fois de la force des troupes espagnoles et des énormes avantages que son aide apporterait au pays et au continent. Le général espagnol ne se laissa pas séduire et décida de demander quelque chose en retour de son entrée en guerre. Le prix demandé était cependant trop élevé. Franco réclama la restitution de Gibraltar après la défaite du Royaume-Uni, la cession du Maroc français et d'une partie de l'Algérie française à l'Espagne, ainsi que la livraison du Cameroun français, qui rejoindrait la colonie espagnole de la Guinée, en plus de l'envoi de grandes quantités de fournitures pour atténuer la situation économique et militaire que traversait l'Espagne. Hitler n'était pas prêt à céder aux exigences de Franco et déclara qu'il ne pouvait négocier la cession de aucun territoire avant de s'entretenir avec le général Pétain, le leader de la France de Vichy, le lendemain. Franco, imperturbable, dit qu'il comprenait parfaitement et qu'il n'avait aucune intention de faire quoi que ce soit qui pourrait nuire à la réunion du Führer avec le général français. La réunion, qui durait alors plus de 7 heures, arriva à une impasse. Franco adopta une attitude collaborative tout en refusant que l'armée allemande établisse ses bases sur le territoire espagnol, ce qui aurait facilité l'accès à Gibraltar, contrôlé par les forces britanniques. Pour le général espagnol, c'était après tout la chose la plus logique, étant donné que l'Allemagne ne pouvait satisfaire aucune de ses demandes. Franco savait que ces exigences étaient impossibles à satisfaire, et ce fut Hitler lui-même qui lui fournit les arguments nécessaires pour ne pas s'engager à ce moment-là dans le conflit. Une fois la réunion terminée, Serrano Suñer se réunit en privé avec von Ribbentrop, et les deux décidèrent d'élaborer un protocole secret dans lequel Franco s'engageait à entrer en guerre à une date qu'il déterminerait lui-même et dans lequel Hitler laissait une vague promesse concernant Gibraltar. 3 copies du protocole arrivèrent secrètement à Madrid le 9 novembre et furent signées par Serrano Suñer. Joseph Goebbels écrivit dans son journal «
Le Führer n'a pas une bonne opinion de l'Espagne et de Franco. Beaucoup de bruit pour rien, rien de solide. En tout cas, ils ne sont absolument pas préparés pour la guerre. Ce sont des gentilshommes d'un empire qui n'existe plus. Finalement, l'accord entre les deux n'a jamais été concrétisé et l'Espagne n'a jamais participé à la Seconde Guerre mondiale. Il est certain que la position de Franco et de son gouvernement changea avec le temps, indissociable du déroulement de la guerre, bien qu'elle ait toujours conservé une neutralité ambiguë qui, en fin de compte, était bénéfique pour ses intérêts. Lorsque tout semblait indiquer que le Troisième Reich allait vaincre la Grande-Bretagne, Franco créa un centre de recrutement pour les volontaires souhaitant rejoindre les rangs de l'armée allemande, permit aux sous-marins allemands de faire le plein dans les ports espagnols, censura toute information sur les défaites allemandes et accorda aux agents de l'Abwehr une liberté de mouvement sur l'ensemble du territoire espagnol pendant qu'ils effectuaient des tâches de surveillance. Cependant, le soutien le plus manifeste aux forces de l'Axe se produisit en juin 1941, lorsque Serrano Suñer, confronté à des pressions internes, favorisa l'envoi d'une division de volontaires espagnols en soutien à l'Allemagne durant l'invasion de l'Union soviétique, la célèbre Division bleue. L'ombre de Franco en Orient, l'histoire tragique de la Division bleue. Créée au printemps 1941, la Division bleue était majoritairement composée de phalangistes, de soldats vétérans de la guerre civile espagnole et de jeunes influencés par des idéaux franquistes ou anti-soviétiques désireux de lutter contre le communisme. L'initiative fut largement accueillie par les partisans du Bando national et les membres de la Phalange, qui blâmaient l'Union soviétique d'être la instigatrice et responsable de tous les événements ayant conduit à la guerre civile. Bien que le régime nazi ait exigé que le contingent soit composé uniquement de soldats expérimentés, il fut finalement convenu que les soldats seraient des volontaires sous le commandement d'officiers professionnels de l'armée espagnole. Le gouvernement déploya un énorme dispositif de propagande et réussit à recruter environ 18 000 personnes. Une partie d'entre elles était composée de criminels à qui il fut offert la possibilité de s'enrôler comme moyen de purger leur peine. D'autres le firent pour nettoyer leurs antécédents ou ceux de leur famille, ayant appartenu par le passé à des groupes opposés au régime franquiste, et il y avait parmi les recrues certains émigrés russes vétérans de la guerre civile. La Division bleue fut envoyée au front oriental dans un convoi qui longeait la côte atlantique, en passant par Bordeaux et Poitiers, où elle fut caillassée par la population locale avant de se diriger vers l'est à travers la vallée de la Loire. Les unités furent constituées à la fin de juillet 1942, lorsque commença la formation de base pour les tranchées, l'avance en escouade et la défense avec mortiers et mitrailleuses. Une semaine plus tard eut lieu le serment au Führer. Après le serment, diffusé en direct par la radio allemande, la 250e division d'infanterie de la Wehrmacht fut officiellement constituée. Une fois sur le terrain ennemi, la Division bleue combattit dans diverses batailles, principalement dans la région de Leningrad, qui était assiégée, et dans la ville historique de Novgorod. Les conditions sur le front étaient extrêmement dures, avec un climat sévère, un manque de fournitures et des affrontements constants et intenses avec les forces soviétiques. Malgré le succès initial du recrutement, l'allongement de la guerre et les nouvelles en provenance de l'Union soviétique rendirent difficile la capture de remplaçants dans les mois suivants. À la mi-octobre, la résistance tenace de l'armée soviétique montra clairement que le conflit durerait plus longtemps que prévu. Bien que l'Allemagne ait obtenu une importante victoire à Novgorod, après un affrontement intense sur le flanc occidental de la rivière Volkhov, en janvier 1943, l'armée rouge lança l'opération Étincelle, avec l'objectif de percer les lignes allemandes et de lever le siège autour de la région de Leningrad. L'opération se termina le 30 janvier par une victoire soviétique qui réussit à percer le siège et à ouvrir une ligne de ravitaillement vers la ville. À peine 2 semaines plus tard, l'opération Étoile polaire débuta, visant à défaire complètement l'armée allemande, libérer la région et créer les conditions préalables à une offensive réussie dans les États baltes. Dans ce contexte, eut lieu la célèbre bataille de Krasny Bor, dans les faubourgs de Leningrad, où la Division bleue fit état de plus de 3000 morts ou blessés et d'un nombre similaire de disparus ou de prisonniers. Cependant, aucun des objectifs fixés par Staline ne fut atteint, l'armée soviétique ne parvenant pas à percer les lignes allemandes ni à ouvrir la route.
Au cours des 6 mois suivants, le front se stabilisa. Le climat, cependant, ne changea pas. La région restait peuplée de patrouilles, de tranchées, de tireurs d'élite, d'attaques d'artillerie et de diverses actions de contournement continuant à causer des pertes. Le conflit avait duré trop longtemps, le sort de la guerre était incertain, et les nouvelles d'un possible retrait du front oriental commencèrent à se répandre parmi les rangs des soldats espagnols. Alors que le siège était maintenu, le quartier général de la division, accompagné du général Georg Lindemann, décida de célébrer en juillet l'anniversaire du coup d'État de 1936. Pendant les festivités, les Espagnols furent cependant surpris par la tempête de feu des bombardements alliés. Finalement, en raison des grandes pertes et de la pression alliée sur le régime franquiste, la division bleue fut retirée. Les négociations avec les Alliés, commencées à la fin de 1943, aboutirent à l'ordre de rapatriement échelonné le 10 octobre. Cependant, entre 1500 et 2000 soldats espagnols refusèrent l'ordre de retourner en Espagne. Certains s'engagèrent dans d'autres unités allemandes, principalement dans les Waffen-SS, et d'autres traversèrent la frontière espagnole par Lourdes, au sud de la France. Ces nouvelles unités furent collectivement appelées « Légions bleues » et continuèrent à se battre jusqu'à 1944. Cependant, après que les troupes soviétiques eurent levé le siège de Leningrad, forçant les Allemands à se retirer vers les pays baltes, les membres de la Légion furent transférés par chemin de fer en arrière-garde. Bien que certains Espagnols aient été réaffectés dans d'autres unités allemandes de combat, la majorité avait déjà été rapatriée. De Berlin à Madrid, la traversée cachée des nazis en Espagne. Après la chute du Troisième Reich, alors que d'énormes groupes de soldats se rendaient aux forces alliées ou ingéraient secrètement des capsules de cyanure, accablés par l'image de l'horreur qu'ils avaient projetée sur le monde et se noyant dans l'odeur douce des amandes émises par ce poison, de nombreux généraux nazis décidèrent de fuir l'Allemagne. Les Rathlin, terme qui, bien que pertinent pour imaginer la fuite de milliers de fugitifs de la justice, a une origine nautique. Il se réfère aux cordes tendues entre les haubans pour former une échelle, le dernier recours des marins pour éviter de se noyer si leur bateau coulait, étaient des systèmes d'évasion conçus à cet effet, des itinéraires conçus pour traverser différents pays européens avec un seul objectif, atteindre un port et fuir en bateau vers un havre sûr en Amérique du Sud. Les 3 Rathlin les plus utilisés étaient la route nordique, qui passait par le Danemark en direction de la Suède, la route Vaticane ou route des monastères, qui en traversant les Alpes incluait des arrêts dans des monastères du Tyrol du Sud, Merano et Bolzano jusqu'à Rome ou Gênes, et par laquelle passa la grande majorité des fugitifs, car l'Italie avait été le principal allié de l'Allemagne pendant la guerre, et la route ibérique, qui était coordonnée par des collaborateurs nazis vivant en Espagne avec l'accord du général Franco. Les Rathlin étaient cruciales pour la fuite de figures aussi importantes que Ante Pavelić, Adolf Eichmann et Joseph Mengele. Beaucoup de gens croient que les Rathlin étaient coordonnés par une immense organisation secrète appelée Odessa, Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen. Cette théorie a été largement popularisée par l'écrivain Frederick Forsyth dans son roman The Odessa File de 1972. Dans le roman, Forsyth décrit Odessa comme une organisation secrète dédiée à aider les anciens membres des SS à fuir l'Europe et à établir de nouvelles vies en Amérique latine et ailleurs dans le monde. Ce roman, bien que fictif, a contribué de manière significative à la renommée du terme. Cependant, l'existence d'Odessa en tant qu'organisation centralisée et hautement coordonnée a été remise en question, principalement en raison du fait qu'aucun document probant n'a été trouvé pour prouver l'existence d'une structure organisationnelle sous ce nom. Cependant, il est indéniable qu'il existait des réseaux et des groupes de soutien qui ont aidé les nazis à échapper à la justice. Bien que l'existence d'Odessa en tant qu'organisation centralisée à portée mondiale soit douteuse, les activités d'évasion des nazis à travers divers réseaux sont un fait avéré. Beaucoup affirment même que les Rathlin n'ont pas seulement été coordonnés par les nazis, mais aussi par les services de renseignement des États-Unis et du Royaume-Uni, qui ont aidé à faire fuir leurs informateurs et des dizaines de scientifiques, ingénieurs et techniciens allemands pour collaborer avec eux dans leur lutte contre l'Union soviétique dans le contexte émergent de la guerre froide. Sous le régime franquiste,
l'Espagne est rapidement devenue un refuge pour de nombreux membres du parti nazi. Franco, qui avait maintenu une relation étroite avec les puissances de l'Axe pendant la guerre, bien qu'officiellement neutre, a permis à plusieurs nazis de trouver refuge dans le pays. Bien qu'il n'existe pas de preuves concluantes que le régime de Franco ait activement organisé des routes d'évasion, il est connu que les autorités espagnoles ont été complices en permettant à ces criminels de rester dans le pays ou de l'utiliser comme point de passage. On leur fournissait souvent des documents falsifiés et, dans certains cas, on leur offrait une protection. L'Espagne a été une station de transit importante sur ces routes d'évasion. Les nazis arrivaient en Espagne depuis l'Allemagne, l'Autriche et d'autres pays européens à travers les Pyrénées, la chaîne de montagnes qui sépare la France de l'Espagne, et poursuivaient leur voyage vers l'Amérique latine, notamment en Argentine, au Brésil et au Chili, où ils s'établissaient sous de nouvelles identités. Dans d'autres cas, ces fugitifs sont restés sur la péninsule. La ville de Madrid a été particulièrement utilisée comme refuge pour divers criminels de guerre, alors que le fascisme tombait en Europe et que la dictature franquiste persistait en Espagne. Madrid est rapidement devenu l'un des points clés des réseaux tissés à travers tout le continent européen par les fascistes. Des dizaines d'Allemands, d'Italiens, d'Autrichiens ou de Croates ont trouvé dans la capitale espagnole un endroit sûr et un espace approprié pour se rencontrer, échanger des idées, publier, organiser des événements et repenser leur stratégie. Le responsable de la première rateline organisée sur le territoire madrilène était Arturo degli Agostini, propriétaire d'une glacerie au centre de la ville, et identifié par le ministère des Affaires étrangères de son pays comme l'un des fascistes les plus actifs de la communauté italienne à Madrid. Après la chute du fascisme, Agostini a développé une double activité. D'une part, il a réorganisé la communauté italienne de la ville, près de l'école italienne à Chambéry, et créé des entreprises autour de la chambre de commerce italienne. D'autre part, il a consolidé un réseau d'évasion grâce à ses contacts avec le gouvernement espagnol. L'une des principales figures qui s'est installée à Madrid était Mario Roata, ancien chef des services secrets de Mussolini, qui a été nommé directeur de la société commerciale hispano-italienne. Johannes Bernhardt, directeur général du Holding Sofindus, qui supervisait depuis 1936 les relations économiques du gouvernement de Hitler avec les rebelles dirigés par Franco, était responsable de l'organisation du deuxième itinéraire d'évasion. Bernhardt était proche de plusieurs leaders du parti nazi et a joué un rôle clé dans l'opération Safe Haven, conçue par les puissances anglo-américaines pour tenter de recruter des actifs allemands installés dans des pays neutres. Depuis son bureau sur la Grande Via, ou depuis une table dans la salle de fête Pasapoga, Bernhardt, agent double, a conçu à la mi-1945 un autre itinéraire d'évasion utilisé par les nazis. Finalement, grâce à cela, Bernhardt a obtenu le rang honorifique de général des SS. Carlos Füllner, entrepreneur et espion argentin d'origine allemande qui avait combattu sur le front russe avec la division bleue, créa le troisième itinéraire d'évasion. Y participaient des figures du fascisme européen, le directeur des médias du rexisme belge, le chef des SS flamands qui dirigea une action contre les Juifs d'Anvers, l'ambassadeur de Roumanie en Espagne, et un journaliste de la revue réactionnaire française, Je suis partout. Tous ont développé pendant des années une activité frénétique en faveur des ratelines, falsification de documents, pots de vin, liens, voyages, avant de s'installer à Buenos Aires, où ils ont continué à faciliter les permis de séjour pour les criminels de guerre. Évasion spirituelle. Le rôle de l'Église catholique dans les routes d'évasion des nazis. L'Église catholique a joué, d'autre part, un rôle extrêmement controversé dans le déploiement de ces routes d'évasion. Certains membres de l'Église, notamment des clercs sympathisants du fascisme, ont participé à l'organisation de routes de fuite. En Italie, l'organisation caritative du Vatican et l'action de certains prêtres ont facilité le transit des fugitifs nazis vers des pays non européens, en leur fournissant des documents falsifiés ou une aide logistique. Pour fuir en Amérique du Sud via l'Italie, la majorité des criminels de l'Allemagne nazie ont traversé les Alpes jusqu'au Tyrol du Sud, où ils étaient logés au monastère de l'ordre teutonique à Merano, au monastère capucin près de Bressanone ou au monastère franciscain de Bolzano. De là, ils se dirigeaient vers Rome, où, avec une lettre d'identité de l'Église catholique leur certifiant une nouvelle identité, ils obtenaient un passeport de la Croix-Rouge.
On estime que le Comité international de la Croix-Rouge a délivré environ 120 000 documents de ce type entre 1945 et 1951. Avec ces papiers, les criminels montaient à bord des navires et fuyaient vers l'Amérique du Sud. Le premier prêtre catholique à s'occuper de la création de routes d'évasion fut Alois Udal, recteur de l'Institut pontifical teutonique Santa Maria dell'Anima à Rome, un séminaire pour les prêtres venus d'Autriche et d'Allemagne. Après la fin de la guerre en Italie, Udal est devenu un défenseur actif des prisonniers de guerre et des internés parlant allemand, éparpillés dans toute l'Italie. Udal utilisa ce poste pour aider des criminels de guerre nazis recherchés à s'échapper, parmi lesquels Franz Stangl, commandant de Treblinka, Gustav Wagner, commandant de Sobibor, Alois Brunner, responsable du camp de concentration de Drancy près de Paris, et officier chargé des déportations de Slovaquie vers les camps de concentration allemands, et Adolf Eichmann. Cependant, selon des rapports de renseignement déclassifiés du gouvernement des États-Unis d'Amérique, Udal n'était pas le seul prêtre à avoir aidé les nazis à fuir. Dans le rapport de la Vista, déclassifié en 1984, l'agent du corps de contre-espionnage, Vincent Lavista, rapporte comment il avait réussi à obtenir facilement des documents falsifiés de la CICR pour 2 prétendus réfugiés hongrois grâce à une lettre du prêtre catholique Joseph Galov, administrateur d'une association de charité pour réfugiés hongrois du Vatican. Un autre prêtre devenu célèbre pour avoir organisé des routes de fuite depuis Rome était le bosno-croate Krunoslav Draganović, qui a aidé à faire échapper les dirigeants de l'organisation nationaliste croate Ustaša, alliée du nazisme. Certains évoquent également le rôle du cardinal argentin Antonio Caggiano, qui se serait apparemment réuni en 1946 au Vatican avec son homologue français Eugène Tisserand, pour lui informer que l'Argentine était prête à accueillir les Français ayant collaboré avec le nazisme. En revanche, des doutes subsistent sur le degré de participation du pape Pie XII, qui avait pris ses fonctions quelques mois avant le début de la guerre dans la route des monastères. Selon l'historien Hubert Wolff, Pacelli craignait l'avancée du communisme, qu'il considérait comme la plus grande menace pour l'Église catholique, et aurait donc pu faciliter la fuite des nazis. Bien que le Vatican se soit publiquement excusé en 1998 pour son inaction pendant le régime nazi, il a toujours défendu le rôle de Pie XII. Cependant, le pape actuel François, d'origine argentine, a autorisé en 2020 l'ouverture de tous les archives du mandat de Pie XII. Wolff a déclaré que, bien que cela pourrait prendre des années, il sera finalement révélé si le Saint Pontife a donné des instructions directes pour aider les fugitifs nazis à échapper afin de combattre le danger communiste, ou s'il ignorait complètement la situation. Otto Skorzeny en Espagne, la dernière aventure de l'homme le plus dangereux d'Europe. Pierre Day était un journaliste, militaire et collaborateur nazi belge, naturalisé argentin. Volontaire pendant la Première Guerre mondiale, il a combattu dans son pays et sur le continent africain, a collaboré avec les journaux d'extrême droite Le Soir, Je suis partout et Le Nouveau, et a été membre de la Chambre des représentants de Belgique en tant que membre du mouvement rexiste, un parti politique catholique, nationaliste, autoritaire et corporatiste actif de 1935 à 1945, fondé par le journaliste Léon Degrelle. Dans les pages de son journal, il est mentionné comment, à la fin des années 1940, des représentants de l'extrême droite venus de toute l'Europe se regroupaient à Madrid. Nous sentions que rien n'était terminé, que des imprévus surgiraient qui remettraient tout en jeu, que notre cause était juste et que la vengeance viendrait un jour. S'ils avaient peu d'argent, ils se retrouvaient dans des tavernes de la rue Lope de Vega, où ils dînaient en écoutant du flamenco. S'ils étaient plus riches, ils se donnaient rendez-vous au restaurant Orcher de la rue Alfonso XII. À la fin des années 40 et au début des années 50, le processus de dénazification, auquel les forces alliées s'étaient consacrées intensivement immédiatement après la guerre, commença à être supplanté par la guerre froide. Les anciens membres du parti nazi et d'autres mouvements fascistes purent alors agir avec plus de liberté dans des pays comme l'Espagne. La plupart d'entre eux s'établirent à Madrid, où ils reprirent leur activité politique, créèrent de nouvelles plateformes transnationales et réélaborèrent leur doctrine. La CIA était parfaitement consciente, par exemple,
qu'un membre éminent des SS comme Otto Skorzeny avait un bureau comme ingénieur dans la Grande Via, à partir duquel il réalisait des opérations commerciales et financières. Et en même temps, le bureau servait de couverture pour une activité politique impliquant De Grelle lui-même. Né en Autriche en 1908, au sein d'une famille nationaliste viennoise, Skorzeny rejoignit le parti nazi au début des années 30. Il était membre de la 150e division des Waffen-SS et devint l'un des leaders les plus éminents des forces spéciales nazies. Expert en espionnage et en sabotage, il fut surnommé Scarface par les Américains en raison de la chemise qu'il avait obtenue lors d'un duel d'escrime dans sa jeunesse, lorsqu'il était membre d'une Burschenschaft à l'université de Vienne, et qu'il portait avec fierté tout au long de sa vie. En été 1943, Skorzeny fut chargé par Hitler de l'opération de sauvetage de Benito Mussolini. Au milieu de cette année-là, après que les forces alliées aient envahi l'Italie, Mussolini avait été déposé et arrêté par le nouveau gouvernement italien, qui cherchait à négocier avec les Alliés. Le dictateur italien était confiné à l'hôtel Gran Sasso, dans les Alpes italiennes, sous une surveillance stricte. Skorzeny dirigea l'opération Eiche, visant à libérer Mussolini et à le réinstaller comme dirigeant d'un nouveau gouvernement fasciste dans le nord de l'Italie. L'opération a eu lieu dans la nuit du 12e au 13e septembre 1943. L'équipe de Skorzeny, composée de 120 parachutistes des Waffen-SS et de soldats d'élite, fut transportée en planeur depuis l'Allemagne vers une piste proche du Gran Sasso. Une fois sur place, les commandos allemands ont sauté en parachute, pris le contrôle de l'hôtel et libéré Mussolini, qui fut ramené en Allemagne puis dans le nord de l'Italie, où il devait diriger l'État de la République sociale italienne, installé sous l'influence notable de Hitler. L'opération Eiche fut un succès stratégique et de propagande pour les nazis, démontrant la capacité des forces spéciales et la détermination de Skorzeny. Cependant, son impact réel sur le cours de la guerre fut limité, car le contrôle de Mussolini sur l'Italie fut éphémère et son influence ne réussit pas à modifier de manière significative l'équilibre des pouvoirs dans la région. Skorzeny fut également une figure clé dans le déploiement de l'opération Panzerfaust. En octobre 1944, Miklos Horthy, régent de Hongrie, un pays occupé par les forces du régime nazi, tenta de négocier une paix séparée avec les Alliés. Horthy cherchait à sortir du conflit et à garantir la neutralité de la Hongrie, mais son mouvement fut considéré comme une trahison par Hitler, qui conçut l'opération dans le but de l'arrêter. Le plan fut exécuté le 15 octobre 1944. Les troupes d'assaut allemandes, avec des unités des Waffen-SS, menèrent une incursion rapide et décisive à Budapest, capturèrent Horthy rapidement et installèrent Ferenc Szalasi, le leader du parti fasciste hongrois Croix fléchée, comme nouveau dirigeant de la Hongrie. En raison du succès de ces opérations, Skorzeny a été choisi pour diriger la célèbre opération Greif, la dernière grande offensive allemande sur le front occidental. Réalisée pendant la bataille des Ardennes, l'opération Greif avait pour but de créer de la confusion et de la désorganisation dans les lignes alliées en infiltrant des troupes allemandes déguisées en soldats américains. L'objectif était de semer le chaos, d'interrompre les communications alliées et de faciliter l'avance des forces allemandes. Bien que les soldats allemands aient réussi à provoquer une certaine confusion en sabotant l'équipement des forces alliées et en interférant dans leurs communications, ils ont finalement été découverts, ce qui a naturellement atténué l'impact de l'opération. Néanmoins, cela a valu à Skorzeny le titre de « l'homme le plus dangereux d'Europe ». Après la chute du Troisième Reich et la fin de la Seconde Guerre mondiale, Skorzeny a été capturé par les forces alliées. Cependant, il a été libéré en 1948 en raison du manque de preuves contre lui. Il a alors déménagé en Espagne, sous la protection de Franco, et s'est installé à Madrid, où il a vécu paisiblement dans une maison cossue du quartier d'El Viso, travaillant dans le domaine de la sécurité privée et du conseil, étant particulièrement apprécié pour son expérience dans les opérations spéciales pendant la guerre. De là, il a participé à la formation des Ratlines espagnoles, en particulier, et européennes en général. Beaucoup croient d'ailleurs que Skorzeny était le principal dirigeant d'Odessa. Dans les années 1950, il était un fervent partisan de la création d'un corps militaire anticommuniste en Espagne, composé d'anciens réfugiés national-socialistes sous la dictature de Franco.
Il a été soutenu et appuyé diplomatiquement par un ancien aumônier allemand de la Légion Condor et volontaire de la Division Bleue, surnommé Père Conrado. Ses mémoires, publiés en 2 volumes, sont devenus des best-sellers dans le monde entier. Il a épousé Ilse Luthier, la nièce de Hjalmar Schacht, ministre des Finances d'Hitler. On dit qu'il a été garde du corps d'Eva Peron, conseiller de Gamal Abdel Nasser, et que des agents du Mossad l'ont contacté pour les aider à identifier les scientifiques allemands travaillant apparemment sur le programme militaire égyptien. Au cours de ces dernières années, Skorzeny a vécu à Al-Qudya, aux îles Baléares. Fumeur invétéré, il est mort d'un cancer du poumon le 7 juillet 1975, à l'âge de 67 ans, convaincu de la valeur du national-socialisme jusqu'à son dernier souffle. Le dernier refuge, Léon Degrelle et sa vie sous le franquisme. Né le 15 juin 1906 à Bouillon, en Belgique, dans une famille catholique d'origine française, Léon Degrelle étudia à Bruxelles et Genève et s'engagea tôt dans la politique à travers le journalisme. Au début des années 1930, il adhéra à l'Action catholique et commença à travailler pour une petite maison d'édition catholique nommée Christus Rex, qui publiait un journal du même nom. Il se rendit au Mexique comme correspondant pour couvrir la guerre Cristera, qui se déroulait entre la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa et le gouvernement mexicain, qui, selon la Constitution de 1917, avait imposé des restrictions au culte catholique et des interdictions au clergé. Le cri de guerre des Cristeros, Viva Cristo Rey y Santa Maria de Guadalupe, impressionna profondément Degrelle, et après son retour en Belgique en 1934, il fonda les éditions de Rex et commença à s'impliquer dans le Parti catholique belge, en promouvant une approche plus militante et radicale. Au début des années 1930, profondément déçu par ce qu'il considérait comme la corruption des partis existants, y compris le Parti catholique de Belgique, soutenu par la hiérarchie ecclésiastique, il prit le contrôle de l'éditeur qui, sous sa direction, devint le Parti rexiste. Il se présenta aux élections en 1936 et obtint 11% des voix. L'année suivante, il améliora ses performances, obtenant 19% des voix, mais le soutien diminua dans les années suivantes, et en avril 1939, avec la Seconde Guerre mondiale à l'horizon, les élections législatives ne donnèrent que 4,43% des voix. Degrelle rencontra en août 1936 Mussolini et le mois suivant Hitler, dont il obtint un financement pour le parti et commença à intégrer des principes antisémites similaires à ceux promus par les fascistes en Italie et les nazis en Allemagne. Il rencontra plus tard d'autres leaders de l'extrême droite européenne, dont Corneliu Codreanu, leader de la garde de fer roumaine, et José Antonio Primo de Rivera, fondateur de la Phalange espagnole. Degrelle commença à collaborer avec l'Allemagne nazie au début de la guerre et fut arrêté par les autorités belges. Après l'invasion allemande de la Belgique à la mi-1940, Degrelle fut libéré et commença à transformer Rex en un mouvement de masse pour obtenir les faveurs des nazis. En juin 1941, quelques jours avant l'invasion allemande de l'Union soviétique, il établit une alliance avec les nationalistes flamands. Degrelle croyait que l'unification de l'extrême droite européenne en un front commun contre l'URSS lui offrirait l'occasion de renforcer les liens de collaboration. Degrelle fonda ce même mois la Légion Wallonie, un contingent de volontaires belges créé pour combattre les soviétiques aux côtés de la Wehrmacht, similaire à la Division Bleue. En 1943, la Légion devint une brigade d'assaut rattachée au Waffen-SS. L'action de Degrelle dans la bataille de Korsun-Cherkassy l'année suivante et ses décorations ultérieures, y compris la Croix de Fer, firent de lui un modèle pour les collaborateurs étrangers. Au printemps 1945, alors que la défaite allemande devenait évidente, Himmler nomma Degrelle Brigadeführer des SS, bien que la nomination n'eut jamais d'effet, Himmler ayant été démis de ses fonctions et Degrelle ayant quitté le front pour fuir vers Copenhague. Lorsque les forces allemandes en Norvège capitulèrent face aux forces alliées, Degrelle s'échappa en Espagne à bord de l'avion du ministre Albert Speer. Mais après avoir traversé les lignes ennemies, son avion manqua de carburant et il dut effectuer un atterrissage d'urgence dans la baie de Saint-Sébastien, au nord du pays. Après son sauvetage, le régime franquiste lui accorda l'asile politique. L'extradition de Degrelle, ainsi que celle de Pierre Laval,
le chef de la milice française et principal collaborateur de la Gestapo dans la France de Vichy, également réfugié en territoire espagnol après la chute de l'Axe, fut exigé par les Alliés en raison de la neutralité que l'Espagne avait maintenue pendant la guerre. Bien que Franco ait remis l'aval, l'état critique de Grelle, gravement blessé lors de son atterrissage forcé, lui permit de se soustraire temporairement à cette demande. Pendant son année d'hospitalisation, Grelle commença à écrire son livre sur son expérience sur le front de l'Est. Il fut jugé en Belgique par contumace, et en décembre 1945, sa nationalité belge lui fut retirée et il fut condamné à mort pour collaboration avec les envahisseurs allemands. En août de l'année suivante, Franco fit semblant de céder à la pression internationale pour son extradition, mais permit à Grelle de fuir et remit à la place un sosie dont l'identité fut rapidement découverte. José Finat y escriva de Romani, ancien ambassadeur d'Espagne en Allemagne nazie et collaborateur de la Gestapo, et Hans Joseph Hoffmann, qui avait servi comme traducteur dans la division bleue et aurait apparemment agi comme interprète entre Agustín Muñoz Grandes, le commandant de la division, et Hitler, fournissait de l'argent, des faux documents et un soutien à Grelle pour se cacher. Finalement, Grelle fut accueilli dans le domaine Extremadura du phalangiste pro-nazi Eduardo Esquer. La Belgique a réclamé sans succès l'extradition de Grelle pendant 15 ans. En 1954, pour dissimuler son identité et prolonger son séjour en Espagne, Grelle a obtenu la nationalité espagnole grâce à l'intervention du comte de Valellano et de son protecteur José San Millan, qui lui a fourni les documents nécessaires, adoptant le nom de José León Ramírez Reina. En Espagne, Grelle est resté en contact avec des groupes d'extrême droite et est demeuré une figure influente parmi les cercles fascistes. Bien qu'il n'ait pas occupé de postes officiels dans le régime franquiste, il a pu vivre confortablement et participer à des événements et réunions de sympathisants du fascisme et du nazisme, tout en écrivant plusieurs livres et articles où il a défendu son rôle durant la guerre et son idéologie fasciste. À travers ses écrits et ses interviews, Grelle a continué à promouvoir sa vision politique et à nier les crimes du nazisme, ce qui lui a valu des critiques internationales, mais aussi le soutien de certains secteurs radicaux. Finalement, Grelle est décédé le 31 mars 1994 à Torremolinos, sur la Costa del Sol espagnole, à l'âge de 87 ans. L'homme qui a étouffé l'attentat, Otto Römer et son exil en Espagne. Un autre officier nazi qui trouva refuge en Espagne fut Otto Römer. Contrairement à Skorzeny et Grelle, Römer naquit dans une famille d'artisans le 18 août 1912. Il rejoignit l'armée allemande et servit dans diverses campagnes durant la Seconde Guerre mondiale. En février 1943, il commanda le 1er bataillon mécanisé du régiment de grenadiers Grossdeutschland. Ses troupes, montées dans des semi-chenillés, couvrirent la retraite d'un corps de chars des Waffen-SS lors de la 4e bataille de Kharkov. Il fut décoré de la Croix de Chevalier pour ses services en tant que commandant de bataillon et en novembre 1943, il reçut les feuilles de chêne pour son leadership à Krivoy Rog. Cependant, Römer est principalement connu pour son rôle dans l'attentat du 20 juillet 1944. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, le mécontentement vis-à-vis du régime nazi grandit parmi certains secteurs de l'armée allemande et de la résistance intérieure. La guerre devenait de plus en plus défavorable pour l'Allemagne, et beaucoup à l'intérieur du pays commencèrent à remettre en question l'efficacité du conflit et la politique d'Hitler. Un groupe de conspirateurs dirigé par le colonel Klaus von Stauffenberg, le général Erwin von Witzleben et le général Henning von Tresckow, motivés par le désir de mettre fin à la guerre, le rejet du régime totalitaire et l'inquiétude pour le destin de l'Allemagne, tenta de réaliser un coup d'État. Le complot, qui prit le nom de Plan de Valkyrie en l'honneur de l'opéra de Wagner, et qui était en réalité une version modifiée de l'opération Valkyrie, un plan d'urgence élaboré par la Wehrmacht en 1941 pour garantir la continuité du pouvoir en cas de soulèvement civil ou militaire, consistait à assassiner Hitler et à prendre le contrôle pour négocier un armistice avec les Alliés. Von Stauffenberg, qui avait perdu son œil gauche, sa main droite et 2 doigts de sa main gauche lors de la campagne en Afrique du Nord, cacha une bombe dans le quartier général d'Hitler, connu sous le nom de Tanière du Loup, à l'est de la Prusse.
qui devait exploser pendant une réunion que Hitler devait avoir avec certains de ses officiers. La bombe, cependant, fut déplacée de son emplacement initial et explosa dans l'un des couloirs du quartier général. L'explosion, bien que dévastatrice, ne tua pas Hitler, qui survécut avec seulement quelques blessures mineures. Le coup d'État ne reçut également aucun soutien de la part de la population civile ni de la grande majorité des militaires. Immédiatement après l'explosion, les autorités nazies arrêtèrent de nombreux impliqués et leurs sympathisants. La répression fut brutale. Des milliers de personnes furent emprisonnées et même exécutées, et le régime nazi renforça son contrôle sur le pays. À ce moment-là, Römer commandait l'unité de la garde du Troisième Reich, responsable de la protection des centres de pouvoir à Berlin. Sa position lui conférait une influence significative sur la sécurité du gouvernement et sur la réaction à des événements clés comme celui-ci. Römer reçut des ordres du ministère de l'Intérieur, qui était sous le contrôle de Heinrich Himmler, de prendre des mesures contre les conspirateurs. Il fut mobilisé pour étouffer la résistance du groupe de Stauffenberg et s'assurer que le coup d'État échouait. Une fois le coup d'État étouffé, Römer fut promu et récompensé pour sa loyauté envers le régime. Römer commanda, en Prusse orientale et avec peu de succès, une unité de campagne constituée d'hommes de la Großdeutschland. Cependant, l'unité subit trop de pertes et fut transférée à l'ouest pour participer à la bataille des Ardennes en décembre 1944. L'année suivante, il fut promu général, mais ses compétences militaires furent mises en doute lorsqu'il décida de se déplacer en Silésie, où il fut finalement capturé par l'armée américaine et fait prisonnier de guerre jusqu'en 1947. Après sa libération, il devint une figure active de la politique allemande. Il fonda en 1950 le Parti socialiste du Reich, qui fut interdit 2 ans plus tard par la justice de la République fédérale d'Allemagne. Sa vie après la guerre fut ainsi marquée par la promotion d'idéologies extrémistes et le déni des crimes du régime nazi. Au cours de ces dernières années, Römer se consacra à la promotion de théories révisionnistes sur la Seconde Guerre mondiale, mettant en doute la véracité de l'Holocauste et le rôle des nazis dans le conflit. La justice allemande le condamna en octobre 1992 à 22 mois de prison pour avoir publié plusieurs articles dans lesquels il niait l'existence de l'Holocauste. Cependant, Römer réussit à fuir en Espagne en 1944. Le ministère de la Justice espagnol rejeta son statut de réfugié et lui refusa l'asile, ce qui obligea Römer à fuir en Égypte puis en Syrie, étant fugitif de la justice allemande jusqu'à sa mort en 1997, à l'âge de 85 ans, dans la ville touristique de Marbella, dans le sud de l'Espagne. Bien que le gouvernement allemand demandât son extradition, l'Audiencia nationale espagnole rejeta la demande car la législation espagnole ne reconnaissait pas le crime de négation du génocide. Selon cette législation, Römer, l'un des répressifs les plus efficaces et redoutés du Troisième Reich, n'avait finalement commis aucun crime. Un pilote nazi volant au-dessus de l'Amérique latine. L'obscure histoire de Hans Ulrich Rudel. Hans Ulrich Rudel est né le 2 juillet 1916 à Konradswaldau, en Prusse. Il rejoint les jeunesses hitlériennes en 1933 et participe au service du travail du Reich. Il intègre ensuite la Luftwaffe et commence sa carrière militaire comme pilote de reconnaissance aérienne. Rudel passe une grande partie de la guerre sur le front de l'Est, où ses compétences et sa ténacité en combat lui gagnent le respect tant de ses alliés que de ses ennemis. Il participe à la défense de Stalingrad et à l'offensive finale à l'Est. Il devient le pilote de chasse le plus décoré du Troisième Reich, titulaire jusqu'à sa mort de la plus haute décoration allemande de l'époque, la croix de fer avec feuilles de chêne en or, épée et diamant. En mai 1945, alors que la guerre touchait enfin à sa fin, Rudel fuit vers l'ouest depuis un aérodrome près de Prague, atterrit dans un territoire contrôlé par les Alliés et se rend aux forces américaines. Il est libéré en 1946 et émigre 2 ans plus tard en Argentine via la route Vaticane, voyageant à travers la vallée de Zillertal en Autriche jusqu'en Italie. À Rome, avec l'aide de passeurs du Tyrol du Sud et de l'évêque autrichien Alois Sudal, il achète un faux passeport de la Croix-Rouge sous le nom de Emilio Meyer et prend un vol de Rome à Buenos Aires, où il arrive en juin 1948. Une fois sur place,
Il fonde la Kameradenwerk, une organisation d'aide aux criminels de guerre nazis. Parmi ses membres éminents se trouvait l'officier des SS Ludwig Lienhardt, dont l'extradition en Suède avait été demandée par l'Union soviétique pour des crimes de guerre. Le groupe maintenait des contacts étroits avec d'autres fascistes recherchés internationalement tels qu'Ante Pavelic, Carlo Scorza et Konstantin von Neurath. De plus, la Kameradenwerk aidait également les criminels nazis emprisonnés en Europe, tels que Rudolf Hess et Karl Dönitz, en leur envoyant des colis alimentaires et en payant leurs frais juridiques. En Argentine, Rudel se lie également avec Joseph Mengele, ancien médecin des camps de concentration et d'extermination et criminel de guerre nazi. Avec Wilhelm Sassen, ancien officier des Waffen-SS, correspondant de guerre de la Wehrmacht et qui travaillait initialement comme son chauffeur, Rudel aide à réinstaller Mengele au Brésil, en le présentant aux partisans nazis Wolfgang Gerhard. Rudel vivait à Villa Carlos Paz, à environ 36 km de la ville de Cordoba, où il louait une maison et exploitait une briqueterie. Là, il écrivit ses mémoires de guerre, publiés en 1949 par Durero Verlag, une maison d'édition fondée par Wilfred Vonhoven, ancien assistant personnel de presse de Goebbels, et qui publiait des livres écrits par des personnalités nationales-socialistes souvent interdites de publication en Allemagne. Il fut également actif en tant que conseiller militaire et trafiquant d'armes pour Augusto Pinochet au Chili et Alfredo Stroessner au Paraguay. En 1955, après la révolution Libertadora, un soulèvement militaire qui mit fin au second mandat présidentiel de Juan Domingo Perón, il fut contraint d'abandonner l'Argentine et de se rendre au Paraguay. Au cours des années suivantes, il agissait souvent en tant que représentant étranger pour plusieurs entreprises allemandes, telles que Salzgitter AG, Dornier Flugzeugwerke, Focke-Wulf, Messerschmitt, Siemens AG et La Meyer International. Dans les années 60, le renseignement allemand, sous la couverture de Merex, était en contact étroit avec d'anciens membres des SS et du NSDAP. Merex, aidé par les contacts établis par Rudel, vendit du matériel usagé de la Bundeswehr à divers dictateurs en Amérique latine. Rudel a aidé à établir un contact entre Merex et Friedrich Schwend, un ancien membre de l'Office central de sécurité du Troisième Reich, qui avait des liens étroits avec les services militaires du Pérou et de la Bolivie. Rudel et Schwend fondèrent une société nommée la Estrella, qui employait plusieurs anciens officiers des SS ayant fui en Amérique latine. Grâce à elle, Rudel entra également en contact avec Skorzeny, qui avait son propre réseau d'anciens officiers des SS et de la Wehrmacht. Au milieu de toutes ces opérations, Rudel retourna en Allemagne en 1953 et devint un membre éminent du Parti du Reich allemand, auquel appartenaient également de nombreux anciens membres du Parti socialiste du Reich, fondé par Reimer et dissous par la Cour constitutionnelle fédérale d'Allemagne seulement un an plus tôt. Rudel mourut après avoir subi un AVC à Rosenheim le 18 décembre 1982 et fut enterré à Dornhausen le 22 décembre. Pendant la cérémonie funéraire, 2 F-4 fantômes de la Bundeswehr volèrent à basse altitude dans le ciel. Dornhausen était situé sur une route aérienne empruntée régulièrement par des avions militaires, et les officiers de la Bundeswehr nièrent délibérément l'utilisation de ces avions pour les funérailles. Le ministre fédéral de la Défense, Manfred Wörner, déclara qu'il s'agissait simplement d'un exercice d'entraînement de routine. 4 personnes ont été photographiées en train de faire le salut nazi. Amérique latine, sanctuaire des fugitifs. La fuite des criminels nazis et l'exil de Perón en Espagne. L'Amérique latine a été l'une des principales destinations choisies par les criminels de guerre nazis et les collaborateurs du Troisième Reich après la fin de la Seconde Guerre mondiale, en raison de raisons stratégiques, politiques et sociales qui ont fait de cette région l'endroit idéal pour fuir. Plusieurs pays d'Amérique latine affichaient de la sympathie, ou du moins une attitude ambiguë envers le nazisme ou le fascisme italien. Cela a naturellement facilité l'accueil des fugitifs. Pendant la guerre, de nombreux pays latino-américains ont également maintenu une position neutre ou ont tardé à rompre leurs relations diplomatiques avec les puissances de l'Axe, ce qui a permis à certains réseaux de soutien aux nazis de fonctionner avant même la fin du conflit. D'autre part, de nombreux pays d'Amérique latine
avaient des institutions faibles et des systèmes judiciaires non préparés à gérer l'extradition ou le traitement des criminels de guerre. Cela a conduit les nazis à voir ces pays comme un refuge sûr, où ils pouvaient vivre sans craindre d'être remis aux autorités internationales. À la fin de la guerre, l'attention des puissances alliées était centrée sur la reconstruction de l'Europe et la contenue de l'Union soviétique, ce qui a permis à de nombreux nazis de s'échapper sans trop d'opposition. L'Amérique latine était loin de la tension géopolitique, ce qui permettait aux fugitifs de vivre relativement en paix. De plus, des communautés allemandes établies depuis le XIXe siècle existaient en Amérique latine, ce qui a facilité l'intégration des fugitifs. Ces communautés offraient souvent un soutien logistique et économique aux nouveaux arrivants. Le continent était également en pleine transformation économique et sociale. Ce contexte offrait aux fugitifs nazis des opportunités pour reconstruire leur vie, tant en politique que dans les affaires. Beaucoup d'entre eux se sont impliqués dans l'industrie, le commerce et, dans certains cas, dans le conseil militaire et la vente d'armes à des régimes autoritaires. En résumé, l'Amérique latine était vue par les nazis comme un refuge idéal en raison d'une combinaison de sympathies politiques, de réseaux d'évasion efficaces, d'opportunités économiques et de la faiblesse institutionnelle de nombreux pays de la région. Ces facteurs, associés à la distance géographique et à une moindre attention internationale, ont permis à de nombreux criminels de guerre, tels que Joseph Mengele, Ronald Richter, Franz Stangl ou Adolf Eichmann, d'échapper à la justice et de commencer une nouvelle vie sur le continent. L'Argentine est souvent, quant à elle, le pays le plus associé au nazisme, principalement en raison de la figure de Juan Domingo Perón. Après avoir été renversé par le coup d'État militaire de 1955, Perón, qui avait visité l'Europe pendant les années de formation des régimes totalitaires et avait même servi dans l'armée italienne, se réfugia d'abord au Paraguay, sous la protection du dictateur Alfredo Stroessner, puis au Panama, au Venezuela et en République dominicaine. Finalement, Perón décida de s'établir en Espagne, encore sous le régime de Franco. L'ex-président argentin s'installa à Madrid, où il résida dans une villa à Puerta de Hierro, un quartier huppé de la ville. Cette résidence devint un centre de réunion pour de nombreux exilés péronistes, et de là, Perón continua à influencer la politique argentine. Franco, qui dirigeait un régime autoritaire, vit en Perón un allié naturel en raison de ses propres inclinations vers le corporatisme et le nationalisme, et décida de lui accorder l'asile politique, ainsi que protection et certains privilèges. La maison de Perón à Madrid devint un centre d'opérations politiques. De là, il organisait des réunions, maintenait des contacts avec des leaders syndicaux et politiques en Argentine et conseillait sur la stratégie politique du péronisme dans son pays natal. Par le biais de lettres, de messages radiophoniques et de visites d'émissaires, Perón demeura une figure centrale dans la politique argentine, encourageant le mouvement péroniste et préparant son retour éventuel. Pendant son séjour en Espagne, l'ancien président était accompagné par María Estela Martínez, plus connue sous le nom d'Isabelle, qu'il avait rencontrée au Panama et avec laquelle il se maria en 1961. Isabelle fut sa troisième épouse et jouerait un rôle important dans la politique argentine après le retour de Perón dans le pays en 1973. Perón organisa sa vie en Espagne en accédant aux contacts avec ceux qui lui montraient plus d'affinité idéologique. Les franquistes historiques et les phalangistes qui partagèrent ses critiques à l'égard de l'impérialisme américain. Entouré de la popularité que lui avait conférée l'envoi de céréales en Espagne pendant son mandat et du soutien international obtenu à cette époque, Perón fréquentait certains cercles de journalistes proches du phalangisme ou de militaires imprégnés des slogans ayant conduit à la révolte de juillet 1936. Cela lui fut utile pour atteindre ses objectifs immédiats. Certains disent que Franco reçut Perón à plusieurs reprises au Palais du Pardo, la résidence officielle du dictateur espagnol, pour discuter de questions de politique internationale, de la situation en Amérique latine et du rôle du péronisme dans la politique argentine. Cependant, il n'existe pas d'enregistrements officiels ou de documents confirmant catégoriquement une rencontre entre les deux hommes. Il est possible que leur communication ait eu lieu par l'intermédiaire de médiateurs ou de correspondances plutôt que par des rencontres directes. Écho du Troisième Reich. Conclusion sur l'influence du nazisme en Espagne.
En conclusion, l'influence du nazisme en Espagne pendant et après la Seconde Guerre mondiale révèle un complexe réseau de relations et de stratégies qui ont façonné à la fois la politique et la société espagnole durant une période critique. La sympathie initiale envers le Troisième Reich et la collaboration sous diverses formes reflètent l'alignement idéologique de la dictature de Franco avec les principes fascistes, bien que la distance politique et l'évolution de la guerre aient conduit à une relation plus pragmatique avec le régime nazi. Des figures proéminentes du nazisme telles qu'Otto Skorzeny et Otto Reimer ont trouvé en Espagne un refuge qui leur a permis d'échapper à la justice internationale et de poursuivre leurs activités. La politique d'asile et les connexions avec certains secteurs du franquisme ont facilité l'arrivée de ces individus, créant un réseau qui non seulement a protégé les criminels de guerre, mais a également permis l'influence de leurs idéologies à l'échelle locale. L'héritage de ces connexions, bien que souvent relégué en marge de l'histoire officielle, reste un sujet d'étude crucial pour comprendre l'étendue et les implications de la collaboration internationale dans le contexte du fascisme et de la Seconde Guerre mondiale. L'exemple le plus significatif de la collaboration entre l'Espagne et le régime nazi fut la participation de la division bleue sur le front de l'Est. Cette unité non seulement symbolise l'alliance idéologique entre le franquisme et le Troisième Reich, mais aussi le degré d'engagement de l'Espagne dans le conflit. Bien que Franco ait maintenu une position de neutralité officielle, la division bleue a représenté un soutien clair aux efforts de guerre allemands et ses actions sur le front de l'Est ont laissé une empreinte dans la mémoire historique des deux pays. La participation espagnole à la guerre, bien que limitée par rapport à celle des autres puissances de l'Axe, souligne la relation complexe entre les idéologies fascistes et le pragmatisme politique pendant le conflit. Cependant, la fin de la Seconde Guerre mondiale n'a pas mis fin à l'influence du nazisme en Espagne. Les routes d'évasion furent cruciales pour la fuite de nombreux criminels de guerre nazis. L'Église catholique, à travers ses réseaux de soutien et avec la complicité de certains clercs, facilita ces routes d'évasion en fournissant de faux documents et une assistance logistique. Les routes d'évasion montrent non seulement la posture ambiguë de l'Espagne durant l'après-guerre, mais aussi le rôle des institutions étrangères dans la protection des criminels de guerre. La présence de nazis en Espagne et leur transfert éventuel en Amérique latine révèlent une facette moins connue de l'après-guerre, où les intérêts politiques et l'idéologie ont joué un rôle crucial dans la protection des fugitifs. Le fait que certains des criminels de guerre les plus notoires, comme Joseph Mengele et Adolf Eichmann, aient trouvé refuge sur le continent américain par ces routes, souligne l'ampleur et l'efficacité de ces opérations. L'impact de ces décisions et actions s'est fait sentir tout au long de la seconde moitié du XXe siècle. La présence de nazis en Amérique latine et la collaboration de certains pays pour protéger ces fugitifs ont contribué à un réseau d'influence qui a eu des répercussions sur la politique régionale et les relations internationales. L'influence de ces fugitifs en Amérique du Sud reflète également comment l'héritage du nazisme s'est étendu au-delà de l'Europe, façonnant les dynamiques politiques et sociales dans diverses régions du monde. En résumé, la relation entre l'Espagne et le nazisme est un témoignage de la manière dont les idéologies extrêmes peuvent franchir les frontières et comment les décisions politiques peuvent avoir des répercussions durables. La participation de la division bleue, la facilitation des routes d'évasion et l'impact sur la politique latino-américaine montrent la complexité de l'interaction entre le franquisme et le Troisième Reich. Elle témoigne finalement de la relation indissoluble que l'Espagne a établie avec la pire dictature du XXe siècle.